sais pas à l'avance. Si jamais tu dors pas et qu'à 6 heures je dors encore, tu viendras me lever, ok? Bienvenue dans l'atelier. On va commencer. Oui, j'avais déjà lancé. Vas-y, recoupe et relance. Ok, non mais non, c'est pas grave, je couperai au pire sur YouTube. Ou je laisserai, et puis c'est pas Pour grave. le petit moment. Ok, donc ce soir nous allons faire du café avec Superpowers, et ensuite on va faire un éditeur de slideshow, donc de slideshow, comment est-ce qu'on dit en français, de présentation Markdown. Donc le principe, c'est quoi? C'est que je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire des nouveaux types de projets dans Superpowers. Donc vous l'avez vu, hein, quand on crée un projet maintenant avec Superpowers, on peut taper un nom, une description, et puis on va pouvoir choisir le type de projet. Actuellement, dans la version qu'on distribue, il n'y a que les projets de type Superpowers Game, donc c'est notre moteur de jeu, mais on va voir comment rajouter un nouveau type de projet. Donc je répéterai encore une fois que ça s'adresse à tout le monde, je vais essayer de rendre ça intéressant pour tout le monde, mais le faire soi-même, c'est pas complètement simple, ça demande de programmer en TypeScript, d'arriver à utiliser les outils de développement, etc. Donc si ça vous intéresse, regardez, même ça peut être intéressant, même si derrière vous n'allez pas forcément le faire tout de suite, quoi, pour découvrir un peu comment ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas reçu le début du live? Ouais, bon, c'est pas grave, écoute. Ouais, qui marqué configuration du stream mauvais. Ouais, c'est parce qu'on stream pas en assez bonne qualité en théorie, mais bon, c'est pas très grave. Ok. Bon, oui, un filtre par type de projet, ça pourrait être cool à terme, effectivement. Bien, alors, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper le serveur de Pilou et on va créer un nouveau type de projet. Ok. Alors, je suis pas sur mon PC, alors faut que je m'en sorte un petit peu dans ce qui se passe ici. Ça, on n'a pas besoin. Je vois. Donc, dans le dossier de Superpowers, vous avez un dossier système, et c'est ce qu'on appelle les systèmes, c'est ce qui va vous fournir différents types de projets, d'accord? Et donc dans un système, il va y avoir tout un tas d'éléments, notamment tous les plugins, chaque plugin étant potentiellement un éditeur ou un outil qui apparaît en bas à gauche dans la fenêtre de Superpowers, ou alors ça peut être simplement un plugin qui fournit des fonctionnalités qui sont réutilisées par d'autres plugins derrière, etc. Voilà. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va implémenter un nouveau système. Donc la première étape pour créer un nouveau système, ça va être de créer simplement un dossier ici, d'accord? Et on va appeler ça café, parce que ça fait le café. Ça va être notre idée. Alors si je lance là directement, je ne sais pas ce qui va se passer, ça va sans doute cracher ou je sais pas quoi, voilà. Parce qu'en réalité, on s'attend à ce qui est quelques dossiers, enfin un dossier au minimum en fait, ce qui est le dossier public dans un système. Et dedans, il va falloir qu'on mette un fichier qui va s'appeler manifest.json et qui va contenir le nom tel qu'il doit être affiché dans l'interface de notre système. Donc du coup, je vais créer un nouveau fichier. Donc un manifeste, c'est un fichier qui décrit quelque chose. Voilà. Donc là, on va appeler ça café. Ok. Donc maintenant, je relance Superpowers. Donc là, je lance le serveur. Si vous lancez plutôt via le lanceur, c'est pareil. Et donc maintenant, quand je crée un nouveau projet, en plus des projets de type MarkSlide surtout du projet Superpowers Game, il y a maintenant un projet de type café. Et je peux immédiatement créer un projet avec ça. Je viens de capter que du coup, à moi, il y avait écrit project derrière et toi, tu l'as viré accidentellement. En effet. Ouais. Ok. Bon, donc un projet qui fait le café, voilà. Et le système de template vient foutre la merde dans ma démo. Non, je parle de test. Ouais, mais je pense que bah ouais, il a essayé de créer en fait un template vide. Il a essayé de copier. Bon, c'est pas grave. Je vais rollback à un truc qui marche. C'est où ça se passe dans. Ah non, j'ai pas testé ça. Ok. Ah, je crois que j'ai pas testé.
Enfin, j'ai testé, mais j'ai fait un test qui marche pas. Je vois. Ah, c'est bien. Donc, on va revenir à avant qu'il y ait des templates. Je comparais à nul. Je compare à Edition. Je vois. Bon, donc je rebuild serveur, c'est ça? Ouais. Je fous du boulot torf. Ok. Donc, c'est la faute à Bilou. Et donc, je vais réessayer de créer un projet donc, qui s'appelle projet Kiffer le café. Et donc je prends un projet de type café. Donc là, vous pouvez imaginer les types de projets. Ça pourrait être un projet qui, je sais pas, permet d'écrire un livre de manière collaborative, de faire un RPG collaboratif, en collaboration. Peut-être vous voulez faire un système qui aura des éditeurs spécialement adaptés pour faire des RPG. Ou comme on en parlait tout à l'heure, faire un système qui aurait je sais pas, des outils de programmation qui seraient très visuels ou des choses comme ça, quoi. Donc nous, on va faire pour l'instant un truc un peu stupide, donc qui fait le café, et ensuite on le transformera en quelque chose qui permet de faire des présentations. Donc voilà, j'ai mon nouveau système, ok, donc c'est très simple, pour créer un nouveau système, il suffit vraiment de créer le fichier manifest.json avec un nom dedans, dans le dossier public. Et donc pour l'instant, je ne peux pas créer de nouveaux assets, parce qu'il n'y a aucun plugin qui expose des assets. On peut créer des dossiers bien sûr, mais voilà, c'est pas très intéressant. Donc mon type de projet là, il est complètement vide. Donc on va commencer par faire un premier plugin. Donc pour ça, je vais créer le dossier plugin. Ensuite, dans le dossier plugin, il faut que vous ayez un dossier pour l'auteur des plugins. Donc les plugins sont rangés par auteur. Donc généralement, nous on crée un dossier Sparkling Labs. Vous mettriez votre nom à la place. Et ensuite, vous allez mettre donc le nom de l'éditeur que vous allez coder. Donc moi, ça va être Queer. une tasse. Voilà. C'est un éditeur de tasse. Un éditeur de tasse de café. Queer, c'était mieux. Ouais, j'aime bien tasse, moi. Okay. Ah bah voilà, Shiftar, il a eu la même idée que moi. Et alors du coup là je me souviens plus comment ça marche, mais c'est pas grave parce que je peux aller regarder dans un autre plugin. Donc il me faut quoi au minimum? Ouais, non mais ouais, je réfléchis au strict minimum. Qu'est-ce qu'il me faut en fait? Si période, il faut rien. Ouais, vraiment? Enfin oui, mais bon, oui. Ok. Donc là, oui non, tu vois, voilà, il s'attend quand même à ce qu'il y ait un dossier public dedans. Ok. Donc du coup, je retourne. Ouais, mais ça au pire, je crois qu'il essaie de le créer en fait, non? No such file. Oh, ok, ouais, donc on va voir. Voilà, donc là ça marche, j'ai juste eu besoin de créer. Et alors du coup, vous voyez qu'il m'a généré tout un tas de fichiers au lancement. Ils sont tous vides, vous voyez, ils font 0 de taille, mais c'est tous les fichiers de plugins potentiels. Bon, ça n'a rien changé parce qu'on n'a pas exposé de nouvelles éditeurs, ni quoi que ce soit, ni de nouveaux types d'assets. Donc pour faire ça, on va vouloir... je sais pas en fait, est-ce que je peux juste rajouter un éditeur ici? Je sais plus. Bon, et on va écrire de la doc pour tout ça. Et vous allez voir que ça sera cool. Donc dans public, je peux créer un dossier éditeur et ensuite donc j'appelle ça de nouveau tasse parce que c'est mon éditeur de tasse. Et on va lui mettre un index.html vide. Et il nous faudrait une icône SVG de, je crois, 24 par 24 de mémoire. « 24 pixels par 24 pixels » et ça va être une magnifique tasse de café. Attention. Avec une anse. Tada. Il faudra un peu les vapeurs au-dessus. Tu as raison, c'est important. Regarde. Voilà. Ok. C'est très joli. Là, je signe. Superpowers. Dev, système, café, plugin, Sparkling Labs, tasse, public, editor, tasse. Oui, c'est un peu enfoui au fin fond des choses. Et donc, j'appelle icône.svg. C'est un plugin Java. Ouais. C'est ça, parce que Java, le café, tout ça. Ok. J'aime bien.
Je pense qu'il y a du data. Donc il nous faut quand même un éditeur, enfin il nous faut quand même d'abord déclarer un asset et ensuite on va pouvoir utiliser cet éditeur. Donc pour faire ça, on va créer à la racine du plugin un dossier data. Ok. Et dedans, on va mettre un fichier d'index qui va enregistrer notre plugin et puis on va donc déclarer un type d'asset. J'aurais vraiment pas dû mettre task, j'aurais dû mettre cup. Je vais renommer tout ça en français, en anglais je veux dire. C'est un peu bizarre de faire la moitié en français. Oups. Donc cup. Voilà. Ok. Alors, du coup, il y a quand même pas mal de petites choses à mettre en place, notamment ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Visual Studio Code. T'as pas le raccourci pour ouvrir avec Visual Studio Code. Les dossiers avant. Ok. Alors, système, café, plugin. Donc j'ai mon truc data. Donc il faut que, vu qu'on va utiliser TypeScript, il faut qu'on configure que c'est un projet TypeScript. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut comme option, je crois. Attends, on va voir. On a aussi le nom de Citani. Je suis pas sûr. Ouais, bon, non, on va pas s'embêter avec ça. Voilà. Et donc on va aller regarder dans un autre plugin. Il faut voir le index. Voilà. Il faut que le index.d.ts .ts avec les différentes définitions. Voilà. Donc ça va nous permettre de récupérer les typages pour la complétion automatique pour tout ce qui est le module d'interface et le module de données de SuperPowers. Voilà. Et alors ensuite, donc comme je disais, dans l'index.ts, on va enregistrer notre asset de type TAS. Et donc déjà, il faudrait qu'on code un petit peu l'asset de type TAS. Donc on va voir pour faire ça. Alors du coup, il faut dans cup asset, il faut qu'on déclare une nouvelle classe cup asset. Et donc elle dérive de subcore.data.base.asset. Donc encore une fois, tout ça, vous ne l'inventez pas, hein, on aura de la doc et on aura des exemples très simples, enfin ce genre d'exemple-là. Voilà. Alors, donc je vais prendre effectivement un numéro de version, bon on s'en fout un peu de tout ça, tout ce qui est migration, mais bon, soit. Donc il faut qu'on définisse le schéma de notre asset. Donc du coup, qu'est-ce que ça va être? Notre asset, il va contenir quoi? Il va contenir peut-être une quantité donnée de café, par exemple, de caféine. Donc ça va être un nombre. Et qu'est-ce qu'il va contenir d'autre? Du sucre. Une marque. Ah ouais, une quantité donnée de sucre. Et la marque de café qu'on veut prendre. Voilà, une chaîne de caractères. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut qu'on déclare une variable qui va contenir justement les données de notre asset. Donc pub, ça veut dire public, c'est les données publiques de l'asset qui seront partagées directement avec le client. Et donc c'est un peu là, c'est la même chose que ça. Donc la raison pour laquelle on l'a deux fois, c'est que ça c'est le format de données tel qu'il est décrit à TypeScript. Et ce qu'on a là en dessous, c'est le schéma qui nous permet de valider que les données ont le bon format quand on charge des données depuis le réseau ou le disque. Voilà, bon. Alors ensuite, il nous faut un constructeur. Donc quand on charge l'asset depuis le disque, quand on en crée un nouveau, on va lui passer un ID. Chaque asset sur le disque, ils ont un numéro qui leur est donné automatiquement par SuperPowers. Et ensuite, il y a les données initiales qu'on va leur passer. Et ensuite, on passe la main à la classe asset qui va en faire quelque chose. Ok. Alors ensuite, il y a différentes fonctions qu'il faut qu'on implémente. Il faut que notre asset, on puisse en initialiser un nouveau. Il faut qu'on puisse en charger un depuis le disque. Il faut qu'on puisse en écrire un sur le disque.
Et après, il faut qu'on puisse le modifier. Donc, première étape, pouvoir en initialiser un nouveau. Donc, quand on crée un nouvel asset de type tasse de café, on va initialiser donc, son numéro de version au numéro de version courant qu'on a ici. Donc ça sert à quoi? Ça sert, de temps en temps, vous allez faire un éditeur avec un asset. Puis il va se passer un certain temps et vous allez voir rajouter de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, modifier, maintenant, plus tard, mon asset, il a, je sais pas, autre chose, quoi, la taille de la tasse de café ou des choses comme ça. Le problème, c'est que si vous rajoutez ces choses-là et que les gens ont déjà utilisé votre éditeur, et donc ils ont déjà des assets qui n'ont pas les nouvelles choses que vous avez rajoutées, il va falloir faire la migration de l'asset de l'ancienne version à la nouvelle version. Donc pour faire ça, vous allez stocker dans votre asset son numéro de version actuel. Et comme ça, plus tard, quand vous le rechargez, si le numéro de version ne correspond pas, vous pouvez faire les étapes de migration entre la version 2 et la version 5 de votre type d'asset, par exemple. Okay. Donc là, du coup, pour l'instant, ce sera le numéro de version 0 et ça va rester toujours le même, quoi. Bon, donc du coup, on va initialiser la marque à Nespresso, par défaut. La caféine, on va en mettre plein. Et le sucre, on ne va pas en mettre de base. Okay, donc là, c'est l'asset comme vous voulez l'initialiser quand on en crée un nouveau. Donc vous mettez des réglages par défaut qui vous semblent avoir du sens. Ensuite, on a la fonction donc, de chargement de l'asset. Donc celle-là, elle est appelée par le serveur au moment donné où votre projet il est chargé et quand il y a besoin de le recharger depuis le disque. Donc en fait, à l'initialisation, on charge une fois tous les assets juste pour vérifier qu'ils vont très bien et après on les décharge. Et quand vous ouvrez un asset, en double-cliquant dessus dans le projet, il va être chargé en mémoire et il va rester en mémoire, je crois, pendant 60 secondes. Et après, il est déchargé, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Et donc, Crapule, il en pense pas grand-chose. Il pense pas grand-chose, je pense. Voilà. Alors, oui, donc il me faut les modules pour accéder au disque. Donc, je les charge. Et donc, la fonction load, qui est appelée par SuperPowers, elle va recevoir en paramètre le chemin depuis lequel, donc le chemin du dossier de l'asset. Donc si vous avez jamais vu dans vos projets, les assets ils sont stockés voilà, quelque part là, et puis il y a des fichiers, quoi. Et donc on va décider nous de comment est-ce qu'il est stocké sur le disque. Donc on va stocker notre tasse de café dans le fichier tasse.json, cup.json en anglais, et on va simplement donc lire ce fichier. On dit que c'est de l'UTF-8, donc on fait le format texte standard. Et puis quand ça s'est chargé, on appelle la fonction dédiée pour dire que c'est bon, j'ai fini de charger mon asset. De la même manière, plus tard, quand on va vouloir sauvegarder l'asset, on va recevoir de nouveau l'adresse, enfin pas vraiment l'adresse, le chemin du dossier où on doit écrire notre asset. Et donc on va rien faire de spécial, on va juste transformer tout ça en du texte qu'on peut écrire sur le disque et je simplifie tout ça et voilà. Je sais pas si ça vous le dire, mais par défaut c'est ce que ces fonctions font de base. Quoi. Ah oui, c'est vrai. On va faire un spécial de premier de redéfinir. Bon, ça va l'expliquer, mais ouais, vous pouvez ne pas les écraser ces fonctions. En fait, juste ça. Puisque dans asset, donc asset.ts, le load il fait ça, sauf qu'il appelle ça asset.json. Moi je l'ai renommé en cup.json. Voilà. Et le save, il est là, il fait quasiment ça, pareil, hein, sauf qu'il n'appelle pas cup.json. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vu que vous pouvez écraser ces fonctions de load et save, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire vous pouvez stocker les choses dans 12 fichiers différents. Donc par exemple pour les sprites, nous, ou pour les tilesets, on stocke la définition du tileset dans un fichier JSON parce que c'est pratique, un fichier JSON ça a bien une structure comme ça. Par contre, l'image en elle-même, on ne va pas la sérialiser en texte, quoi. C'est des données binaires, donc on l'écrit dans un fichier à part et on la relie depuis un fichier à part, quoi. Voilà. Donc ok, on a la sauvegarde. Et ensuite, il va falloir qu'on expose des commandes, mais ça, pour que le client puisse modifier les choses. Mais ça, on va le faire dans un second temps. Donc voilà, là j'ai un asset. Donc ensuite, il faut que, quand notre plugin il est chargé, il va falloir qu'il l'enregistre cet asset. Donc je prends cette ligne de code. Donc on va aller récupérer le module cup asset et on va dire à SuperPowers,
Et il existe une classe d'un type d'asset qu'on va appeler cup, et la classe qui permet de gérer ce type d'asset, c'est cupAsset, donc la classe qu'on vient d'écrire ici, là, d'accord? Donc qui pour l'instant fait initialisation, chargement et sauvegarde. Donc voilà. Ensuite, il faut qu'on mette en place notre système de build parce que ça c'est du TypeScript et il faut qu'on puisse générer du JavaScript ici. Il faut que ces deux fichiers-là ils soient transformés en un fichier JavaScript ici, histoire qu'ils puissent être chargés côté client parce que les navigateurs ils savent pas lire du TypeScript. Donc pour ça, on va utiliser Gulp. Nous, alors vous faites ça comme vous voulez, mais je pense que c'est une bonne idée d'utiliser Gulp. Donc moi je copie le fichier Gulp ici. Et pour l'instant, je vais désactiver toutes les tâches qui nous servent à rien. Waouh, ça marche vachement bien, dis-moi. Non, c'est à cause de ça. Ah. C'est chiant. Ah ouais. Ok, ouais. Tu pourras vous faire contrôle slash. Ouais, bon, sinon au pire je l'ai. Ah oui, oui, d'accord. C'est contrôle slash, ok. Donc nous, on veut juste la tâche, ça on peut désactiver, les éditeurs on active. Donc voilà, donc on garde quoi? On garde la tâche qui charge le projet TypeScript et qui transforme tous les fichiers TypeScript en JavaScript. Et ensuite, on garde une deuxième tâche qui va prendre les fichiers JavaScript dans data et les mettre en un seul avec Browserify et le cracher dans data.js. Voilà, donc du coup il faut juste que je mette à jour ma liste de tâches aussi, on va dire. Je vais la mettre vide en fait pour l'instant et on ajoute Browserify, il s'ajoute à la liste des tâches donc c'est bon. Ok, bon voilà. Donc normalement maintenant je peux aller. Non, pas vertical. Je peux aller dans mon plugin et puis lancer Gulp. Système, Subgame, non pas Subgame, on est dans notre éditeur, enfin dans notre type de projet café. Je vais dans mon plugin Gulp et je lance l'outil Gulp qui va faire cette étape de build. Et donc là, on peut voir maintenant que data.js, ça a eu lieu, hein, il n'y a pas eu d'erreur. Et on voit que data.js maintenant il contient plein de trucs, dont mon code et puis les différentes dépendances de mon code. Ok. Donc je vais relancer mon serveur. Et normalement maintenant, peut-être, ou est-ce que j'ai une erreur? Ou est-ce que ça met juste un peu longtemps à se connecter? Ah voilà, ouais, ok, de temps en temps il fait ça. Alors j'ai un type d'asset. Ah oui, mais mon éditeur je l'ai pas. Si, je l'ai appelé comme il faut. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque encore? Il manque quelque chose. Est-ce qu'il faut que je... Ah oui, bah oui, il faut qu'il ait du... Non, il n'y a pas besoin d'être ici. Data.js. Bon, on va regarder ce qui se passe ici. Donc il serait censé avoir chargé data.js, non? Le client, non. Bah, non, mais alors, il charge pas, comment est-ce qu'il est au courant? Il charge plugin, ouais, plugin.js. Ouais, ok. Alors regardons voir s'il a été listé. Merde, je suis pas dans le bon truc. Café, public, plugin. Ah bah tiens, il n'a pas été trouvé. C'est possible que justement, c'est possible que lui, il se base pas sur le dossier public en fait. Ce qui est peut-être un bug. Moi, je dirais que ouais, c'est pas très logique. Voilà, donc du coup, il faut que je mette aussi en dehors du dossier public un dossier pour l'éditeur. Est-ce que c'est intéressant niveau perf de minifier tout ça? On devrait probablement minifier toutes ces choses, pas tellement niveau perf, c'est intéressant pour la vitesse de chargement sur internet quoi. Si tu rends ton serveur accessible depuis l'extérieur. Salut Eo Indiller. C'était cool de faire une petite partie de Rocket League ensemble. On s'est tombé dessus sur Rocket League complètement par hasard. C'était marrant. Je sais pas pourquoi est-ce que maintenant il met 30 ans à me connecter à chaque fois au serveur. Normalement c'est quasi instantané. Ah bah là j'ai une erreur. Ok. Oui parce qu'en fait ce que j'ai surtout oublié c'est de mettre un petit manifeste pour mon éditeur. Donc de la même manière qu'il nous fallait un manifeste pour le système,
il nous faut un manifeste pour l'éditeur qui dit le titre justement. Donc là, ça va être Cup, quoi. Voilà, ce que vous voulez, mais voilà. Et donc ça y est, j'ai maintenant un éditeur et je devrais arriver à créer un asset de type Cup avec mon icône. Elle est très jolie. Voilà. Donc évidemment, hein, ça reste. On n'a jamais dit que c'était simple, hein, mais alors il y a encore du taf de notre part à permettre de rendre ces choses-là plus simples, je pense aussi. Alors peut-être un générateur de plugins, enfin genre qui génère le squelette des plugins, etc. Mais voilà. Voilà, donc du coup, on aimerait bien que notre éditeur il fasse un peu quelque chose. Donc là, j'avais mis en dur un index.html avec rien dedans. Bon, je peux mettre des trucs dedans, mais c'est pas très intéressant. Nous, on va plutôt aller utiliser Jade pour écrire notre éditeur. Parce que, moi j'aime bien voilà, le langage Jade. Donc, éditeur de tasse de café. Voilà. Et on va aller activer dans notre gulp file la tâche qui transforme le Jade en du HTML. J'aurais probablement pu utiliser le raccourci. Je pense. Ouais, je pense. Ok, donc là, non, là par contre, je vais juste activer Jade. Voilà. Je relance mon gulp et hop, il prend mon index.jade et il me crache le HTML qui correspond. Donc maintenant j'ai un éditeur de tasse de café. Donc peut-être qu'est-ce qu'on veut faire, on aimerait éditer les différents éléments de ma tasse de café. Donc on avait dit quoi? La marque, on avait dit la caféine. Tu prends tout en français là? Ouais, t'as raison. Coffee Cup Editor. C'est tellement ridicule que déjà en français, mais alors, donc la caféine, c'est comme ça, je crois. Et du sucre. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre, donc là pour l'instant, ça fait juste. Ah oui, mince, j'ai oublié de regulp, bien sûr. C'est bien en plus parce que gulp, ça veut dire genre avaler de manière très goulue. Ça va bien dans le thème, c'est super. Gober. Gober, ouais, ça va être ça. Donc on va mettre un truc pour le texte. On va tout de suite lui mettre un ID, comme ça on pourra le récupérer en code. Après, pour la caféine, on va mettre un éditeur de nombres. Et pour le sucre aussi, on pourrait... Ouais, ou alors on pourrait mettre un range. Enfin, un ranger. Voilà. Et encore une fois, pensez à regulp. Ou alors utiliser du HTML directement si vous n'avez pas ce genre de truc. Voilà, donc maintenant c'est super. De base, on va peut-être tous les désactiver jusqu'à ce que l'asset ait été chargé. On peut utiliser l'attribut disabled pour faire que les choses ne soient pas éditables. Et hop, donc là voilà, je peux rien éditer jusqu'à ce que ma tasse de café non, c'est l'inverse en fait, et je crois qu'il faut que ça dépasse un certain... Ah non, oui, en inline, non, oui, t'as raison, t'as raison. Non, je croyais qu'il y avait certaines fonctions très petites qui l'optimisaient pas, mais bref, c'est vrai ce que tu dis. Il y a une histoire que dans Chrome, si la fonction, elle dépasse un certain nombre de caractères, le corps de la fonction dépasse un certain nombre de caractères, mais vraiment son code source, en fait, il peut pas la copier simplement pour l'inliner. Enfin, ils ont décidé qu'il y avait une limite, quoi. Okay. Et donc du coup, ça change les caractéristiques de performance. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il prend en compte les commentaires, en fait. Donc si tu mets plus de commentaires dans une fonction, elle va peut-être pas pouvoir être inlinée juste à cause des commentaires, ce qui est un peu triste, quand même. Voilà. Ça avait circulé ça récemment. Ok, du coup on voudrait peut-être une feuille de style aussi pour que notre éditeur il ait pas l'air tout moche. Alors déjà nous on vous fournit des feuilles de style pour prendre le look général de Superpowers. Donc je vais charger ma feuille de style. C'est subclient / reset.css je crois. Ou client. Non c'est /style / Ok bon on va regarder. Donc là j'ai un exemple de plugin. Ok, ouais, c'est ça. Voilà. Donc,
Ça devrait suffire. Si déjà je regulpe ça. Donc en gros, parce que la police de caractère de base, c'est pas la bonne, etc. Donc maintenant, voilà, c'est un peu moins moche. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et on va aussi référencer donc notre propre feuille de style qu'on va aller créer juste en dessous. Et donc là, pareil, de la même manière qu'on n'utilise pas juste du HTML, moi j'utilise du stylus pour mes feuilles de style. Ça me plaît. Et donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire table, th, on va les aligner à gauche, parce que là ils sont alignés à droite. On va dire sur le body, on va mettre un padding, histoire que ça soit pas collé au bord, c'est moche. Et peut-être sur le tableau, on veut faire border collapse, et puis mettre une bordure d'un pixel tout autour, ça va être tout joli. Voilà. Donc maintenant j'ai ma feuille de style, il faut que je réactive dans mon Gulp file la feuille de style. Voilà, et maintenant, du coup on a quasiment tout activé, il y a encore juste le browserify sur l'éditeur, on y est presque. Voilà, c'est très joli. En fait, je crois que mes bordures, je vais les mettre sur les TH et sur les TD, donc sur toutes les cellules en fait de mon tableau. Et peut-être faudrait mettre aussi une petite bordure, je sais pas. Non, c'est magnifique comme ça déjà, j'aime beaucoup. Allez, hop. Pour vous, on va mettre une petite bordure. Voilà, enfin un petit padding. Ok, donc maintenant il faudrait qu'il se passe quelque chose parce que notre éditeur il a aucun code en fait, quoi. Il a aucun comportement, donc il ne s'inscrit pas réellement à notre asset. Je peux créer une autre tasse de café, hein, mais en réalité elles sont toutes les deux complètement vides et elles ne stockent rien, etc. Enfin elles stockent rien. L'éditeur ne permet pas de les éditer. Par contre, si je vais voir mon projet dans la version dev, project, donc projet qui fait le café. J'ai mes assets ici, vous voyez, ils ont été écrits sur le disque et il y a déjà mon fichier JSON qui a la forme qu'on avait dit, quoi. Donc il est initialisé avec ce qu'on a mis dans la fonction init, Nespresso, caféine, sucre, etc. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? On aimerait donc maintenant que ça charge effectivement notre asset. Pour faire ça, on va rajouter du code à notre éditeur. Donc on rajoute un fichier TypeScript. On va le référencer ici. Il faut qu'on le charge sur notre HTML, index.js. Il faut peut-être qu'on charge d'autres trucs avant ça. Oui, très probablement. Voilà, il faut qu'on charge subcore et subclient. Donc subcore, il contient tout ce qui est donné. Subclient, il contient les fonctionnalités uniquement côté client, donc pour se connecter au serveur, pour faire des trucs d'interface, etc. Ouvrir des fenêtres de dialogue et des choses comme ça. Et on va aussi utiliser notre propre fichier data pour charger la classe qui nous permet de gérer les données de notre asset. La classe qu'on a déclarée tout à l'heure, c'est-à-dire cupAsset. Voilà. Ok. Donc on fait ça, on active le browserify pour les éditeurs. D'ailleurs, il manque un point virgule plutôt. On va juste vérifier que j'ai rien pété, mais là ça devrait rien faire parce que on n'a encore rien dans notre index.ts. Ah merde, j'ai activé un truc en trop. On n'a pas encore de composant runtime, c'est-à-dire on n'a rien qui se passe quand on lance notre projet. D'ailleurs, je pourrais vous montrer, hein, si je lance notre projet actuellement, il nous fait une erreur parce que on n'a rien qui peut jouer notre projet qui fait le café, quoi. Bon, c'est pas très... c'est pas le meilleur exemple du monde, hein, mais bon. Je sais pas ce qu'on va faire comme projet qui fait le café, effectivement. Enfin, qui fait quelque chose avec nos assets de café, mais c'est pas grave. On fera quelque chose d'un peu plus utile après avec des slides, vous verrez. On modifiera, on transformera tout ça en un système de slides, ça sera un peu mieux. Ok. Alors, ensuite, donc, il faudrait qu'on s'inscrive donc à notre... Il faudrait qu'on se connecte à notre serveur dans l'éditeur. Okay. Je lance mon éditeur, il faudrait qu'il se connecte au serveur, qu'il aille récupérer l'asset qu'il doit éditer, et puis qu'il nous affiche ses réglages actuels. Alors, pour faire ça, je ne me souviens plus, donc je vais aller voir là-dedans.
on va notamment vouloir donc ouvrir une connexion au serveur et faire quelque chose quand on est connecté. Voilà. Donc on va faire tout simple, on crée un nouveau socket. Donc subclient il contient plein de choses et notamment il contient une fonction connect où vous lui spécifiez à quel projet vous voulez vous connecter et il va se connecter pour vous. Et vous retournez un socket où vous aurez des événements du style ça y est on est connecté ou on a reçu tel ou tel message, etc. Et pour lui dire à quel projet on veut se connecter, on va utiliser un autre truc que nous fournit subclient qui est subclient.query.project. Ça correspond en fait à ici. Donc là vous avez ce qu'on appelle la query string, d'accord. Et donc il y a projet égale l'id du projet et l'asset égale l'id de l'asset. Donc en faisant subclient.query.project, on passe en fait Pug, hein, P-U-G-H, qui est l'id interne de notre projet qui fait le café là. Il se trouve qu'il a généré PUGH comme ID aléatoire pour notre projet. Ok. Donc à la connexion, ce qu'on va faire déjà, on va afficher un message qui dit je suis connecté. Voilà. Je gulp et tout ça. Ah, il râle parce que j'ai pas mis de retour à la ligne à la fin et qu'on a activé le linter qui valide que notre style de code il est bien. Et donc voilà, là j'ai rechargé ma page et maintenant je reçois un message qui dit que je suis connecté. Donc chaque fois que je vais ouvrir un de ces assets, on a ce message là. Bon, c'est bien, mais on aimerait plutôt faire quelque chose d'utile. Donc on va utiliser un client de projet auquel on passe le socket. Et le client de projet, il a plein de méthodes dessus, notamment qui nous permettent de nous inscrire à des choses. Et donc on va s'inscrire à l'asset que l'éditeur est censé éditer. Donc de nouveau, avec subclient.query.asset, on va récupérer l'ID. Donc là, ce serait par exemple l'ID numéro 1, ou alors si je prends le premier, ce serait l'ID numéro 0. Et on va s'inscrire. Et il faut qu'on lui passe quel type d'asset c'est. Bon, bah c'est une coupe. Et il faut qu'on lui passe les fonctions qui vont gérer les différents événements, genre quand on reçoit l'asset, quand il est supprimé et quand il est édité. Voilà. Donc ici on va dire on appelle ça le subscriber, je sais pas comment est-ce qu'on traduit ça, l'inscriveur de l'asset, le souscripteur de l'asset. Bref. Donc il faut qu'on mette quoi dessus? On asset received, donc ça va être une méthode qu'on va devoir passer. Il faut qu'on déclare là en dessous. Voilà. Il faut tout qu'on les déclare en fait. Okay, donc, il y a trois événements. Hein. Il y a l'asset a été reçu quand on le reçoit du serveur, l'asset a été édité et enfin l'asset a été jeté à la poubelle. Voilà. Donc, on va déjà déclarer des fonctions vides pour ces trois trucs. Et ça, je crois qu'on peut directement le filer à subclient.onAssetTrashed. Donc là, il y a une petite fonction qui vous est fournie. Quand l'asset est supprimé, ça va automatiquement effacer votre interface et afficher le truc l'asset a été supprimé, fermez cet onglet si vous voulez, quelque chose comme ça. Voilà, donc quand notre asset est reçu, on le reçoit, on reçoit ici. Et on va le loguer dans la console par exemple. On va voir ce qui se passe et puis ça on verra après. Et donc si j'ouvre ma console, ah oui non, le premier paramètre, je devrais vraiment regarder dans la doc. C'est un asset subscriber et un asset subscriber il reçoit à chaque fois l'asset ID avant de recevoir autre chose. Donc en l'occurrence on a l'ID, donc on reçoit le numéro de notre asset et ensuite on reçoit les données. Et voilà, on a reçu un cup asset qui contient dans sa propriété publique, pub, la marque, le pourcentage de caféine, ouais, c'est ça, et le pourcentage de sucre. Il y a 1000% de caféine actuellement dans notre asset. Ok, donc on va juste importer
notre classe cup asset, histoire de pouvoir typer notre truc là, parce que sinon on n'aura aucune autocomplétion vu qu'on est en... On n'a pas de type là-dessus, donc on va faire slash kata asset. T'apportes le cube. Ah non. Ouais, Ça, t'as pas, je la sonne, genre. oui, c'est ça. Donc du coup on peut maintenant typer ça correctement et donc notre asset maintenant on peut voir qu'il a un cube et qu'il a une marque, de la caféine et du sucre. Et donc on va aller remplir nos différents champs ici. Donc on a un champ qui s'appelle brand. J'utilise get element by id pour choper l'input là, ok. Et je lui mets sa valeur à la marque. Ah oui, alors évidemment il faut qu'on le caste, c'est du TypeScript. T'as codé un zoom sur l'éditeur de code de SuperPowers? Tu nous montres une capture d'écran, un truc? Voilà, et donc là vous pouvez voir que la marque Nespresso, elle apparaît dans le champ. Donc ce qui se passe, en interne, il se passe pas mal de petites choses. On ouvre l'onglet, à ce moment-là, il ouvre une connexion au projet. Dès qu'on est connecté au projet, on ouvre, on s'inscrit à notre asset. Et quand notre asset est reçu, on peut alors mettre à jour les différents champs. Donc ensuite on a la caféine et on a le sucre et donc bon bah là c'est pareil, caféine et sucre et donc il faut qu'on c'est les chaînes, il faut qu'on convertisse en chaîne de caractères. Ah merde, j'ai mis un nœud, c'est pas cool. On va corriger tout ça. Et donc là je pourrais migrer mes assets mais ça m'intéresse pas donc je vais les supprimer plutôt et on va relancer le serveur avec le nouveau format. Ok, alors est-ce qu'il les a vraiment réglés là? Ah merde, ouais ici c'est bien ça. Est-ce qu'il a réglé la valeur? Pensez un peu vite. Non. Ah, tu penses? Non. Si, je pense. C'est possible. Ok, relançons. Je vais supprimer et le recréer du coup. Ah oui, effectivement. Voilà, donc il faut peut-être qu'on règle le minimum et le maximum de nos réglages ici. Donc on va dire min, il y a 0% de caféine, on va faire du décaf. Et max, on va dire 1000. Et pour le sucre, on va faire pareil. Voilà. Ouais, ça utilise Socket.io derrière. C'est ça qu'on utilise en interne, en mode WebSocket seulement, pour avoir un maximum de perf. Voilà, ok, donc là, maintenant, il faut qu'on active nos champs aussi, parce que c'est pas... Enfin, on va pouvoir les modifier, on va vouloir appliquer les changements en collaboration temps réel. Ok, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, on va appeler ça le brand input, on va le mettre ici, et ensuite, on va le mettre à jour. Ensuite, on veut le café input. Voilà. Bien, et donc du coup, on va dire qu'ils ne sont pas désactivés pour les activer. Ils ne sont pas désactivés. Et voilà, donc c'est quasiment instantané, mais bon, si jamais le chargement devait prendre un peu plus longtemps, comme ça nos éléments ils sont pas actifs immédiatement, ils sont actifs qu'une fois qu'on a chargé notre truc. Ça marche Hieronyms, bonne soirée, à jeudi prochain. Il va me tuer. Je vais détruire le clavier de Bilou, je suis désolé. Non, c'est pas vrai. Là c'est vraiment pas vrai. Ok. Ouais, donc du coup, on va aussi accrocher des gestionnaires d'événements pour que quand ça c'est modifié, eh ben, on envoie les modifications au serveur.
Donc pour faire ça, on va utiliser add event listener et donc on va utiliser l'événement input et on va dire on brand input. Voilà. On va faire notre petite fonction là. Et donc on reçoit un événement de type c'est keyboard event. Keyboard event, ok. Et donc là, chaque fois qu'on tape des caractères là-dedans, qu'on modifie quelque chose, on va vouloir l'envoyer comme modification au serveur. Alors là, donc il faut que notre project client on sorte de cette fonction parce qu'on en a besoin ailleurs. Donc je déplace sa déclaration ici. De la même manière, brand input, on va en avoir besoin en dehors, on va le déclarer en dehors. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Je crois qu'il faut qu'on fasse un... Enfin, en fait, ouais, je suis pas sûr qu'avec Project Client, on puisse éditer un asset directement. Et on devrait vraiment mettre une fonction parce que j'en avais fait une quelque part et puis... C'est moi qui... Ouais, okay. Oui, ok, bon, oui, c'est vrai. Arrête de mentir maintenant. Voilà, donc on va prendre ça. Donc du coup, socket emit. Donc on envoie un événement de type j'ai édité un asset. On dit quel asset. Et on va utiliser donc la fonction. Alors là, on pourrait utiliser cette property qui existe sur tous les assets. Ça permet juste de changer une propriété sans logique spéciale. Donc il faut juste qu'on dise quel champ on veut modifier. C'est brand. Et quelle valeur on veut lui donner, bah, c'est brand input.value. Et le serveur, quand il aura reçu le truc, il nous répondra avec une confirmation. Si jamais il y a une erreur, il nous la retourne et on l'affichera dans une fenêtre de dialogue. Voilà. Donc on va voir, on va gueule tout ça. Il va y avoir une erreur, c'est vrai, tu penses? Oui. Mais c'est bien. Ok. C'est instructif. C'est vrai? Ouais. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ah! Bien vu! Ok. Donc là, il me dit, j'ai essayé de modifier, mais malheureusement, le champ brand, il est immutable, c'est-à-dire immuable. On n'a pas le droit de le modifier. Parce que dans le schéma ici, justement l'intérêt du schéma, comme je disais, ça permet de valider ce qu'on reçoit depuis le réseau. Il nous permet de protéger en fait les assets contre des modifications intempestives. Et donc si on veut permettre de modifier la propriété brand, il faut qu'on mette mutable à vrai. Voilà, pour dire qu'elle n'est pas immuable. Donc on va le dire pour toutes les trois. Puisque toutes les trois doivent être muables. Il faut que je relance le serveur puisque c'est côté serveur. Est-ce que la rediff sera dispo sur Hitbox? Oui, mais elle le sera. Ok, donc là maintenant, je devrais pouvoir modifier tout ça. Et donc si je ferme et que je réouvre mon asset, la modification a été enregistrée. Et alors si j'ouvre un autre projet, un autre onglet, est-ce que ça va se mettre à jour en temps réel? Et ben non, parce qu'on a trop pas codé le fait que ça doit se mettre à jour en temps réel. Tu les as marqués ou pas? Non, non, je savais. C'est didactique. Voilà, donc la raison pour laquelle on n'a pas de mise à jour temps réel, c'est parce qu'on n'a pas géré encore quand l'asset il est édité. Donc là, un asset edited, c'est on reçoit l'ID et on va recevoir, je sais plus quoi, on va regarder le nom de la commande, plein de choses. Donc on peut aller fouiller là-dedans, voilà la commande et les arguments qui ont été passés à la commande. Ok. Donc là, ce qu'on peut simplement faire, c'est... Donc, il faut savoir que les modifications auront déjà été effectuées sur votre asset. Donc, si vous stockez votre asset, par exemple ici, donc moi j'ai mon cup asset, ensuite quand je le reçois, je vais le stocker, on va dire... celui-là, on va le renommer en cup asset, par exemple. Voilà. Donc, je le stocke. On va... les modifications ont déjà été faites. Donc, on a juste à regarder quelle est la commande qui a été utilisée. Donc, par exemple, on voit que la commande, c'était setProperty, peut-être. Et dans ce cas-là, on va regarder le premier argument, je crois, c'est
c'est quel champ a été modifié. Et donc, nous, on s'intéresse au champ la marque. Et donc, si la marque a été modifiée, alors on remet à jour brand input.value avec la nouvelle valeur de asset.pub.brand. Il y a quelqu'un qui demandait quelque chose. Tiens, d'ailleurs, quand tu utilises les namespaces et les rooms avec Socket.io, on s'en sert côté serveur pour justement pour s'inscrire à un asset, ça utilise ce genre de choses, je crois. C'est un peu ce que tu fais là ou pas? Non. Non, ça c'est notre truc custom à nous. C'est bon, ouais. Mais quand on s'inscrit à un projet donné, en réalité, ça nous... quand on se connecte à un projet donné, ça nous ajoute effectivement un namespace. Je sais plus où c'est. Voilà, quand il y a un projet qui est ajouté... Toujours pas. Voilà, c'est là. Donc chaque projet a son propre namespace, son propre espace de nom Socket.io, d'accord. Et je suis pas sûr qu'on utilise le système de room de... Ah si, on l'utilise pour les souscriptions à tout ce qui est asset, etc. quoi. Donc on émet seulement à des gens dans certaines rooms, etc. selon ce qui se passe, quoi. Donc on peut s'inscrire à des assets, mais on peut aussi s'inscrire à la liste des éléments de projet. En fait, oui, ici, la liste des éléments de projet, on s'y est inscrit aussi. Donc c'est une salle Socket.io à laquelle on s'inscrit. Voilà, pour ceux à qui ça parlerait. Alors, Coca, il a rajouté un zoom à l'éditeur de SuperPowers. Ok, cool. Du coup, ça utilise quoi? Ça utilise un raccourci, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, on peut zoomer, mais du coup, ça zoome toute l'interface si vous zoomez votre navigateur. Et en plus, on peut pas le faire dans l'interface directement, dans Electron. Ouais. Donc, ouais, il y a Anata qui est déjà intéressé. Voilà. Là, si tu veux partager la modification, le patch, Coca, n'hésite pas. Ok, alors retournons sur notre éditeur. Donc là, on a vérifié si la commande d'édition c'était setProperty et que on a bien modifié la marque. Alors on met à jour la marque. On va voir si ça fonctionne. Donc je vais ouvrir l'éditeur dans une deuxième fenêtre. Et peut-être que j'ai ouvert trop tôt. Voilà. Donc Nespresso. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Ça marche en collaboration temps réel. Voilà, puisqu'on se met à jour des deux côtés. Voilà. Ok. Et donc maintenant, il faut qu'on fasse la même chose pour les deux autres. Ah oui, Bilo, il veut nous faire... T'es chez toi ou chez toi. Parce que c'est la première fois qu'on le fait avec les cookies en fait. Parle depuis? Non, je pense pas. Ouais, ça marche. C'est pas moi, vous avez vu. Sans les mains. Ok, bon. Donc du coup la même chose pour les autres. Donc il faut qu'on rajoute un gestionnaire d'événements pour le café input et on dit on. Mais par contre l'événement c'est change. Donc on café change parce qu'on est sur un élément de type range. On va extraire donc là pareil. Ça. On va extraire le sugar input. Voilà, et donc il faut qu'on définisse les mêmes fonctions pour les modifications. Donc là, c'est des UI events. Ça fait Sur l'événement. oui, on s'en sert même pas. Ok. Voilà, alors là, il faut que je convertisse en un entier. Enfin, de toute façon, je vais pas le faire et puis on verra ce qui se passe. C'est pas input, c'est change. Et donc j'aimerais
mettre à jour le taux de sucre. Et puis on va mettre à jour aussi là. Donc si je reçois une mise à jour de la caféine, on met à jour la valeur de la caféine. Si je reçois un changement du niveau de sucre, on met à jour le sucre. Voilà, ok. Donc là déjà c'est des nombres et il faut qu'on les transforme en string. Ok, donc là j'ai fait la modif, sauf que qu'est-ce qu'on voit? Valeur invalide pour la caféine, il s'attendait à un nombre. Et au lieu de lui envoyer un nombre, qu'est-ce que je lui ai envoyé? Moi je lui ai envoyé une chaîne de caractères. La raison pour ça, c'est que la propriété value d'un input, même si on manipule un nombre, c'est toujours une string derrière qu'on récupère. Donc il faut qu'on utilise la fonction parseInt pour transformer la chaîne de caractères en base 10 en un nombre. Enfin, on a un nombre en base 10. Voilà. Et on va faire pareil pour le sucre. Je rebuild avec gulp. Et voilà, et donc on dirait maintenant que ça stocke. Voilà. Donc le café grand-mère, il n'y a pas beaucoup de caféine, il y a plein de sucre. Et donc voilà, on peut techniquement dire que Superpowers fait le café, je pense. Et je pense que c'est le moment de prendre un screenshot pour Twitter quand même. Alors, voilà. Je tweete ça avec le compte de Milou. On peut coller une image sur TweetDeck, non, c'est Twitter. Bah alors. Normalement ça c'est marché. Ah, moi je le fais là. Ok, ah, mais j'ai pas été très bon a priori. Coupe ça, je colle, voilà ça marche. Ok. Alors quand on lance le projet, ça donne rien parce qu'on n'a pas déclaré, enfin on n'a pas mis en place de système pour le runtime. On n'a rien mis en place pour le runtime. Donc en fait il faudrait ici dans le public de notre système café mettre un index.html. Donc là j'en mets un, maintenant il n'y a plus d'erreur, mais il fait rien de spécial. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est vous montrer justement ça. Mais alors du coup on va peut-être laisser tomber l'idée de faire du café, on va plutôt faire un truc un peu plus utile. C'est-à-dire afficher des slides par exemple. Donc on va modifier un peu tout ça. Ou alors on fait un visionneur de café, j'en sais rien. Tu modifies l'image en fonction des paramètres. Oui, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut générer un canvas avec un... Tu dessines dedans quoi, tu dessines... Ok, allez. Je sais pas pourquoi on fait ça, mais on fait ça. Donc c'est sans doute le système le moins utile au monde, mais c'est pas grave. Donc du coup, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc maintenant on n'a plus besoin d'aller bosser dans notre plugin Cup, parce que le plugin Cup il est prêt, il est bien, il est super. Et à la place, on va aller rajouter un dossier player pour ces trucs qui jouent notre jeu, d'accord? Et il va y avoir différents trucs. Donc on va refaire un fichier index.jad. Un projet, enfin ouais, bref, player de lecteur de café, on va appeler ça. Un super lecteur de café. On va récupérer le gulp file
de l'autre truc. Bon, j'ai pas envie d'activer, désactiver toutes les tâches, donc je vais tout de suite créer tous les fichiers. Donc il nous faut un index.steam, il nous faut un index.ts. Ça crache pas si tu les fais pas. Le gulp file, ah ouais, il râle pas. D'accord, c'est possible, je sais pas. Ok, bon, c'est tout ce qu'il nous faut, je crois. Ah, il nous faut peut-être un tsconfig pour le projet. Voilà, les réglages par défaut, c'est très bien. Donc, on retourne dans Café, Player, et on va gulp ça. Et il va, donc, pardon, je suis passé très vite sur le gulp file, mais ce qu'il fait, c'est que il prend l'index.jad et il génère derrière le index.html dans public. Le fichier de style, il génère le CSS dans public, comme il vient de le faire. Bon, pour l'instant, il est vide. Et les fichiers TypeScript, toujours pareil, il les compile en JavaScript et il les concatène dans un index.js. Donc, pour l'instant, on a voilà, un lecteur de café qui ne fait rien, mais salut Claytown. Mais bon, on va pouvoir lui faire lister nos cafés, quoi. Donc du coup, je vais peut-être configurer un autre café. Un autre café. Voilà. Donc c'est du Nespresso. Et puis lui là, voilà, il est peut-être très noir. Voilà. Ok. Bien. Donc il va falloir qu'on récupère tous les éléments du projet et puis qu'on en fasse quelque chose. Donc ça c'est un peu du taf. Mais ça tombe bien parce que vu que j'ai déjà fait l'autre jour, je peux pomper plein de trucs. Donc il nous faut le chemin de notre build. Il faut qu'on récupère... Donc quand je lance le projet, vous voyez que on nous dit l'ID du projet et le numéro de la build. Et chaque fois que je relance, le numéro de la build il augmente parce qu'on réécrit sur le disque, dans votre dossier de build, un nouveau projet. Bon, je vous interromps, mais moi je vais me coucher. Au revoir, Bilou, bonne nuit. J'ai pas lancé Superpowers depuis longtemps. Il y a des gros changements. C'est quand longtemps? Il y a eu plein de changements. Si tu veux voir qu'est-ce qu'il y a eu comme changement, t'as les release notes. Là, on a sorti une nouvelle version ce soir. Et puis, tu peux remonter dans la liste et tout voir. Et il y a plein de screenshots, plein de trucs. Donc, tu peux voir un peu tout, quoi. Ah ouais, depuis le mois de juillet. Bah, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5... 6 versions depuis le mois de juillet. 6 grosses versions avec plein de changements. Ok, alors... ok, ouais, bon, il faut que je référence le fichier typings, blablabla. Donc là, ce que je fais, ça me permet de transformer cette chaîne de caractères là en l'objet projet qui contient ça et l'objet build qui contient 7. Ok. Et ensuite, je convertis ça en le chemin de la build, parce qu'en gros la build en question elle se trouve dans builds /pug/set et ensuite il va y avoir par exemple un project.json je crois, voilà. Et donc nous c'est ce fichier là qu'on va vouloir récupérer pour avoir la liste de nos cafés. Et ensuite, on va aller récupérer les cafés et puis les afficher visuellement dans notre super éditeur, enfin notre super lecteur de café. Après avoir codé notre super éditeur de café. Je me demande vraiment pourquoi ils sont en train de faire ça, mais c'est pas grave. Donc, on va utiliser l'API fetch qui est cool, qui nous permet de récupérer project.json. Ok. Bonne nuit d'attaque, à plus. Ok, cool. Cool si tu veux faire un système pour créer un livre ou autre chose. C'est ouais, bah en tout cas, si tu as des questions, on est là. Et puis on va essayer, là je suis un peu en train de redécouvrir moi-même tout ce qu'il faut savoir. Et on va essayer de documenter ça au fur et à mesure aussi, quoi. Ça va être un bon petit morceau, hein, mais bon. Donc je récupère le fichier project.json, je le convertis en du JSON, en un objet vraiment quoi. Et ensuite donc j'ai mon fichier de projet, je crois que je peux le typer. Là je
suis pas sûr en fait. Je sais pas si j'ai mis ça quelque part, on peut le réutiliser. Ouais, ok, bon, ouais, non, d'accord, ok, bah, c'est pas grave. Donc maintenant je peux déjà loguer dans un coin le projet ici. Ok, alors qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça log rien du tout. Bah alors pourquoi? Dans mon index.jad, j'ai oublié de référencer mon script JavaScript. Ok, mon lecteur de café, il a fait son taf et il a donc lu le dossier, donc, enfin le fichier qui contient la liste des assets. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est déjà insérer dans le document la liste des cafés qu'il y a dans notre projet. Je suis vraiment triste d'être en train de coder un lecteur de café, je sais pas ce que je fous. Voilà, donc on a deux objets avec chacun un nom. Donc on peut faire une boucle qui se balade sur les assets. Donc normalement, si on voulait gérer les dossiers et tout, il faudrait le faire de manière récursive, hein, mais bon là, on va déjà commencer par ça. Et donc on va créer un en-tête, un titre, un élément de titre, et on va lui mettre comme contenu asset.name, voilà, le nom de notre café, et on va l'insérer à la fin de notre document HTML. Pour chaque asset, on crée un élément titre, on lui met le nom dedans et on l'insère à la fin de notre truc. Et voilà, donc du coup, vous pouvez voir que j'ai mon café grand-mère et mon autre café, ils sont maintenant listés quand je fais une build. Et donc si je renomme mon café et que je refais une build, ça se met à jour puisqu'il relie le nouveau dossier de build. Voilà, et si je crée un dossier, il va aussi lister le dossier. Est-ce que SuperPowers permet de créer un serveur qui héberge une partie? Comme dans les vieux jeux, un mec héberge la partie et les autres se codent dessus, ou est-ce que le serveur ne fait que transmettre les données d'un joueur à l'autre? Donc ça va être quelque chose qu'on va supporter et qu'on n'a pas encore. En fait, enfin, c'est tout à fait faisable quoi, mais un SuperPowers Game, donc le système SuperPowers Game, te permet de faire la partie jeu. Si tu veux faire un serveur, enfin donc la partie client, on va dire, si tu veux faire un serveur, on va nous avoir un autre type de... On va avoir un autre type de projet qui sera un SuperPowers Game Server en fait, qui aura que du code et pas tout ce qui est asset, etc. parce que ça sert à rien. Et lui pourra donc écouter sur un port et faire serveur et tout. Voilà. Et ça t'exportera une application Node.js ou Electron ou je sais pas quoi, on verra, que tu pourras utiliser pour héberger des parties quoi. Voilà. Et du coup tu pourras faire un serveur avec sa propre logique qui va valider les entrées des autres joueurs, etc. Voilà notamment pourquoi on a ce système de projets multiples quoi. C'est pour ça et pour qu'on puisse puisse supporter plein d'autres trucs. Donc là c'est très débile, hein. Je suis pas désolé parce que c'est rigolo, mais je suis en train de vous montrer comment faire un éditeur de café et un lecteur de café. Mais fondamentalement c'est exactement la même chose que de créer un éditeur de jeu et un lecteur de jeu, ou de créer un éditeur de serveur et un truc pour lancer des serveurs quoi. Voilà, on va tout ça dans la même direction quoi. Ok. Donc, du coup, maintenant que j'ai récupéré la liste de mes assets, il faudrait aussi que j'aille récupérer le contenu des fichiers de chacun de mes assets pour pouvoir les afficher visuellement. Donc, pour faire ça, on va itérer sur chaque asset et de manière asynchrone, on va les récupérer. Donc, pour ça, il faut qu'on utilise async. Ok. On vient de le faire de manière asynchrone parce que ça prend du temps de récupérer un fichier, on ne peut pas bloquer le navigateur pendant qu'on le fait. Donc on va dire pour chacun des assets dans la liste des assets, on va appeler une fonction
qui va donc faire ce qu'elle faisait déjà actuellement, c'est-à-dire les ajouter à la liste. Mais c'est pas tout, voilà. Okay. Il va aussi faire un fetch sur donc, le chemin de la build, toujours, suivi du dossier asset. Donc je devrais peut-être vous montrer hein, le dossier de build. Donc on a le dossier projet, à côté de ça on a le dossier build. Pour le projet Pug là qu'on avait tout à l'heure, et donc ma dernière build, elle contient le project.json que vous avez vu, qu'on a récupéré avec fetch, avec ça. Et puis dans le dossier asset, elle contient le café grand-mère et un autre café. Okay. On va falloir qu'on reconstruise le chemin vers l'asset, et ensuite on va récupérer dedans cup.json et on va en faire des trucs. Blablabla. Okay. Donc d'abord il faut qu'on construise le asset folder. Donc l'asset folder c'est très simple, c'est asset.id, donc c'est 1 par exemple, suivi d'un tiret, suivi de asset.name. Voilà. Et ça nous donne le chemin, enfin le nom de ce dossier. Voilà. Ensuite, on va récupérer donc une réponse. Cette réponse, on va la convertir en JSON. Et ensuite, on reçoit donc notre tasse de café. Et on va pouvoir se servir de ça pour faire le rendu de notre tasse de café. Alors bon, on va pas s'emmerder, on va juste mettre un div et on va afficher dedans les informations. Donc on va dire le contenu de ce div, c'est une tasse de cup. Alors du coup, il faut qu'on aille voir dans un fichier JSON une tasse de café de marque cup.brand avec cup.caféine % de caféine et cup.sugar % de sucre. Voilà. Et ensuite, j'insère ce div à la fin de notre document. Voilà. Et important, quand j'ai fini donc toutes mes opérations asynchrones, j'appelle mon callback ici pour qu'il puisse passer à l'opération suivante. Alors là, d'ailleurs, en fonction de quel asset va terminer de charger en premier, ils ne vont pas s'insérer dans le même ordre dans le document. Donc ça, c'est un petit peu dangereux. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va faire... Enfin d'ailleurs, je peux vous montrer ce que ça va donner. Je pense que ça va faire un truc rigolo. C'est-à-dire qu'il va insérer tous les titres d'abord. Et ensuite, il va essayer de récupérer chacun des assets. Et au fur et à mesure qu'il va recevoir les assets, il va ajouter à la fin du document les descriptions des différents assets. Peut-être. Ou alors, il ne va jamais les trouver. Normalement, je suis censé fetch build pass / asset / le nom du truc. Alors, je sais pas, je vais faire un catch au cas où il y a une erreur. On va faire un alerte s'il y a une erreur. Ah merde, non, j'ai réinséré le titre une deuxième fois parce que je suis pas très malin comme ça. Et on pourra combiner un jeu et un serveur. Oui, probablement aussi. C'est-à-dire qu'il suffit. Enfin, j'avais fait d'ailleurs déjà à un moment donné. Il suffit que dans Super Powers Game, tu aies un plugin qui expose une API Socket.io, quoi. Donc c'est tout à fait faisable. Le seul truc, c'est que bien sûr, ça ne marchera pas dans le navigateur parce qu'un navigateur, un jeu dans un navigateur ne peut pas démarrer de serveur HTTP ou de serveur WebSocket. Ça marche que en tant qu'application genre distribuée, quoi. Pour ça que ça a peut-être plus de sens de les séparer la plupart du temps. Après, à terme, quand WebRTC sera un peu plus établi, WebRTC permet de faire des connexions de pair à pair, en peer-to-peer donc. On pourra exposer ça dans un plugin Super Powers Game, et puis ce sera aussi possible de se connecter de personne à personne sans serveur, par exemple. Voilà, donc comme je le disais juste avant, on a affiché donc les réglages de nos cafés, mais vous pouvez voir qu'il a d'abord mis les titres, et ensuite il a mis les cafés. Vu que c'est asynchrone, ça a eu lieu immédiatement, mais le fetch il prend du temps, et donc il a eu le temps d'afficher les deux titres, et après il a reçu les deux trucs. Okay. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est utiliser la fonction de async qui s'appelle each en série. Donc voilà, au lieu que ce soit en parallèle, c'est en série, donc il va d'abord terminer de faire tout ça, puis quand le callback qui dit qu'on a fini est appelé, il va entamer le deuxième asset. Et comme ça, on est sûr que ça va s'exécuter de façon séquentielle. Et voilà, maintenant on
notre café grand-mère, qui est une tasse de café de marque grand-mère avec 165% de caféine et 631% de sucre. Et on a un autre café qui est une tasse de café de marque Nespresso avec 1000% de caféine et 0% de sucre. Voilà. Donc, vous voyez le concept. Techniquement, on a codé un éditeur et on a codé un player qui permet de faire des choses une fois que notre projet est exporté. Le lecteur de café ne donne pas les aspirines avec... Non, malheureusement pas. Bon voilà, donc c'était la petite démo sur comment faire un système et un plugin SuperPowers. C'est très compact, il y a beaucoup de choses, je suis allé vite, mais ça vous donne une première idée. Et puis on va travailler sur de la documentation sur tout ça, et puis on va voir ce qu'on peut encore faire pour simplifier un maximum ces choses-là, mais c'est vrai que on est encore sur une complexité importante, hein, mais bon, c'est à un moment donné permettre aux gens de faire un système qui soit collaboratif, temps réel et extensible, etc., ça, c'est pas tout simple, quoi. Mais voilà, bon, j'espère quand même que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à regarder la rediff autant de fois que vous voulez. Et donc je vais quand même vous remontrer rapidement mon système qui s'appelle MarkSlide, qu'on a utilisé pour le petit-déj, qui permet donc de faire des slides, donc des tests de slideshow, enfin des présentations, quoi. Voilà, et donc le principe c'est que là j'ai fait la même chose, hein. Au lieu d'avoir un éditeur de café, il y a un éditeur de slide, et j'ai juste mis un grand champ de texte dedans. Et donc on peut en mettre plusieurs, et là j'ai fait de manière récursive aussi, il gère les dossiers, et donc quand je lance, il construit comme dans notre player à nous. Il va parcourir le project.json, mais il le parcourt de manière récursive, et il récupère les assets. Là ils ont tous le même contenu, donc c'est pas très intéressant. Ceci est un autre slide, encore un autre slide. Voilà, donc hop, ok, je peux me balader. Si je fais un dossier dans le dossier, ça devrait aussi marcher, voilà. Et puis alors je le fais passer par une moulinette Markdown, ce qui veut dire que je peux utiliser du formatage. C'est vachement... J'arrive plus à taper. Bien, voilà. Ok, donc vous voyez, ça transforme. Et donc comment est-ce que ça marche ça? Dans le système MarkSlide, quand on a récupéré, donc on a load project, ah oui non pardon, on a une petite fonction de chargement d'assets qui se trouve dans le plugin slide, qui sait comment charger le slide correctement. Et en fait, il utilise donc le module marked, qui est un module qu'on a récupéré, qui prend du texte et qui recrache du HTML derrière en l'interprétant comme du markdown. Voilà. Et du coup, ça nous permet d'avoir notre truc qui est formaté. Et donc, vous pouvez faire toutes sortes de transformations, quoi. Ok, on a eu une petite déconnexion, mais on est de retour. Nous revoilà, ok. Donc il y a EoWindil qui demandait est-ce que c'est possible de combiner deux systèmes, par exemple avoir une sorte de livre où on trouve sur certaines pages des SuperPowers Games. Ouais, techniquement oui, dans le sens où tu pourrais tu fais un éditeur qui te permet, il y a un champ quelque part qui permet de rentrer un lien vers un site SuperPowers, quoi, vers un jeu SuperPowers. Ou tout simplement, même là avec du Markdown, tu vois, je pourrais insérer une iframe qui référence un site, quoi. Normalement, je devrais pouvoir. Voilà, tu vois. Donc ça pourrait être, là ce que je référence là-dedans avec mon iframe, ça pourrait être un jeu SuperPowers, tu vois. Ah merde. Ok, donc je sais pas si vous avez du coup, vous m'entendez là maintenant?
Si vous entendez ce que je dis, écrivez banane dans le chat. Je sais pas s'il y a eu un gros décalage. Ok, banane. Ok, donc vous avez raté tout ce que je viens de dire. Flûte. Donc je recommence. Pour répondre à ta question, Eowindil, donc tu peux combiner, tu pourrais intégrer donc des jeux Superpowers dans un livre simplement en utilisant un Uniframe, tu vois. Donc tu peux dans du Markdown, je peux mettre des balises HTML par exemple. Et donc là, je référence le site web exemple.com et si je lance, bah, tu vois que hop, je l'ai. Donc ça pourrait être un jeu Superpowers, quoi. Si je vais récupérer par exemple Snake Hat sur Itch.io, je peux récupérer l'adresse de l'iframe ici. Voilà. Et puis je case ça et hop, j'ai Snake Hat directement dans mon petit frame qui serait bien sûr stylisé pour avoir la bonne taille, etc. Mais voilà, donc c'est marrant. Donc c'est possible quoi. T'as pas vraiment moyen de combiner des systèmes en soi, mais tu peux le faire indirectement en les référençant. Voilà quoi. Ok, bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc très bientôt, on aura prochainement un système qui permettra de faire des sites web dans Superpowers en collaboration temps réel. Donc aussi bien des sites web statiques, et puis on aura peut-être aussi un type de projet qui permettra de faire des sites peut-être express, quoi, enfin avec un serveur web dynamique. Peut-être, ça pourra avoir sens avec TypeScript. À voir, hein, je ne sais pas quand est-ce qu'on fera ça, mais ça semble assez intéressant. Le truc qu'il faut qu'on fasse encore et qui manque, c'est que quand on exporte le projet, il faudrait qu'on puisse définir une structure différente que ces dossiers-là. En gros, ce qui serait cool, c'est que là, imaginons j'ai du JAD. Ce serait bien quand j'exporte, il puisse y avoir une moulinette qui va directement transformer tout ça dans son état final, en du index.html et du CSS et tout ce qu'on veut. Et comme ça, après, les gens ils pourraient exporter directement ça dans sa forme finale, quoi. Voilà. Du coup, comment intégrer CodeMirror pour faire le Markdown? Alors, on peut regarder ça. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut faire très simplement, mais dans le plugin Text Editor Widget, bon bah là on avait intégré Markdown, on avait intégré CodeMirror. Ouais, si, ça devrait être relativement simple. On peut essayer, on va essayer de voir si on arrive à le faire là. Donc si je vais dans mon Mark Slide, ah oui, et ce que je voulais dire aussi et que j'ai oublié, c'est qu'il est disponible le système Mark Slide si vous voulez vous en inspirer pour faire votre propre système. Il est disponible ici, voilà, de manière publique. Alors, si on voulait intégrer CodeMirror dans notre éditeur de slide, il faudrait qu'on fasse quoi? Il faudrait donc, alors j'ai déjà initialisé un package.json parce qu'on utilise Marked comme module. Donc, dans notre plugin, on va ensuite installer CodeMirror. A priori, je pense que ça serait comme ça. De nouveau un drop. Ok, bon, si c'est qu'un drop et pas une coupure, ça va. Ok. Ah, donc ils disent de ne pas utiliser CodeMirror, mais d'utiliser le nouveau CodeMirror en un seul mot. Effectivement, c'est le paquet officiel. Ok, donc du coup, je viens d'installer CodeMirror dans mon plugin. Ok, donc simplement, j'ai un package.json
que j'avais déjà fait. Pour initialiser dans votre plugin un package.json, vous pouvez utiliser npm init. Et ensuite, j'ai fait npm install code mirror avec -save. Ok. Ouais, du coup, on va peut-être avoir un peu de décalage. Bon, de toute façon, ça va plus durer très longtemps, donc pas trop grave. Je vais pas relancer encore une fois, sinon ça va en plus couper la vidéo une fois de plus. Bref. J'espère qu'on va pas perdre la moitié de la vidéo d'ailleurs sur Hitbox. On verra. npm install code mirror -save. Donc voilà, j'ai sauvegardé code mirror ici, ok. Et donc maintenant je voudrais l'utiliser, je peux simplement le require. Alors bon, je vais pas m'emmerder avec les fichiers de styling et tout quoi. Donc je récupère code mirror. Et normalement je sais plus comment ça marche code mirror, mais on peut emballer un texte area je crois. Alors voilà, je veux le manuel. Donc, je fais code mirror et j'emballe un texte area peut-être. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Ah voilà, il y a from text area, voilà, c'est ça que je veux. Donc je vais faire, ici j'ai ma text area, ok. Et on va dire on va créer un éditeur code mirror à partir d'une zone de texte. Et on va le stocker ici, code mirror égale ça, quoi. Voilà. Et alors je sais pas quel genre d'événement est-ce que code mirror il nous lâche quand il y a une édition, ou si on peut quand même s'abonner au changement sur le texte area. Ouais, on peut peut-être quand même utiliser ça, on va voir. Voilà, donc bref, je transforme ça en un éditeur code mirror, et puis on espère que ça suffit. Donc je vais gulp. Bon, évidemment il râle pour 12 000 trucs parce que j'ai pas typé le bordel, c'est pas grave. Ok, je suis pas très bon. Voilà. Je sais pas où est-ce que je suis censé avoir des trucs qui traînent. Bon, bref. Alors, le problème c'est qu'on dirait qu'il faut on définisse la taille de l'éditeur code mirror aussi. Ça a l'air de vouloir marcher, mais pas vraiment. Ok, bon bref, donc on a la classe code mirror et peut-être qu'on peut faire quelque chose à partir de ça. Je sais plus si on est obligé de fournir une taille, comment est-ce que ça marche. Normalement ça devrait être suffisant, enfin j'ai l'impression, mais bon honnêtement je sais pas trop quoi. Est-ce que je peux passer des paramètres du style je peux lui dire d'activer les numéros de ligne a priori. Ah, ok, donc là il s'est un peu passé quelque chose. J'ai un numéro de ligne, j'ai une gouttière, mais il a pas l'air de trop kiffer l'idée d'être en flexbox en fait. Il faut peut-être que je dise position absolue, top 0, bottom 0, left 0 et right 0. Je sais pas exactement comment est-ce que ça marche.
écouter, je vais regarder dans l'éditeur, dans le texte éditeur widget qu'on a ici. Il faut une 8 auto. Et il nous faut un conteneur quand même pour avoir une position relative et un flex de 1. Donc on va essayer ça. Là, ça va être le main du coup. Peut-être ça marche. Ah, mais j'ai pas chargé le CSS de CodeMirror, c'est ça, non? C'est trop ça. Il y a un CSS spécial pour CodeMirror qu'il faut charger. Bah oui. Merci Anata, bien vu. Voilà, donc il faut qu'on insère dans notre truc à nous le CSS spécifique à CodeMirror. Donc il faut que je remonte un cran. Ouais, node module, blablabla. Et on va même charger peut-être Monokai. Le thème Monokai. Oui, donc la raison pour laquelle c'est tout pété, c'est parce que c'était... Donc là, il y a lib, il y a ça. Après, il y a les add-ons. Ok, pourquoi est-ce qu'il râle alors? Ah, faut que je remonte 2 fois en fait. Et oui, après je nous passerai en paramètre le thème. Ouais, ça j'y ai déjà pensé. Je voulais déjà juste qu'on voit peut-être un éditeur pas tout pété, mais c'est douloureux là quand même. Hein. Alors, est-ce qu'il les a trouvés? Ah, ok, je viens de me souvenir d'un truc. Le problème, c'est que les requires, là, il les transforme en des vrais requires. Il faut qu'on modifie le gulp file pour que il pipe dans CSS import pour qu'il remplace les références par, enfin, qu'il copie le contenu des fichiers, quoi. C'est pas chiant. Oui, en fait, Stylus, il fait pas les imports, il les remplace par des imports CSS en fait, quoi. Donc du coup, après, il faut utiliser une moulinette de plus. Voilà, ça y est. Maintenant, on a un joli éditeur Markdown avec un numéro de ligne et tout ce qu'il faut bien. Et donc maintenant, si on veut utiliser Monokai, on a juste donc on a chargé la feuille de style déjà et on a juste à rajouter, genre, je pense, thème Monokai, c'est ça, un truc comme ça hein, dans les options. Boum. C'est cool. Et donc après, je sais pas si on veut de la coloration syntaxique, Markdown. C'est un mode, je crois. Hein. Donc il faut qu'on passe mode de point Markdown. Et il faut peut-être qu'on require du coup le bon truc. Genre CodeMirror /mode /markdown. Je suis pas sûr que c'est comme ça que ça marche. J'aurais tendance à penser que oui, mais non, il l'a pas trouvé. Alors, node module CodeMirror. Ah, non, c'est pas add-on, c'est mode markdown /markdown.js. Voilà.
C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ah oui, alors par contre, on dirait que mes changements ils sont, oui, bah, ils sont pas correctement appliqués parce que j'ai pas le lien entre le, enfin ce qu'il faut que je mette à jour, c'est plus le text area, c'est l'éditeur de code, c'est code mirror. Donc, du coup là, il faudrait qu'on stocke le code mirror là-dessus. Et on arrête de listen à ça comme événement. Il faut qu'on trouve l'événement code mirror qui... Voilà, on a onChange. Ça paraît pas mal. On va dire ui.codemirror. onChange. Et puis là, on va dire donc onCodeMirror change. onCodeMirror change. Et donc il nous file quoi? Il nous file une instance de code mirror et un objet de changement, mais nous on s'en fout, on va juste récupérer le texte complet. Pour l'instant on fait pas de transformation opérationnelle ni rien. Donc je sais pas comment est-ce qu'on récupère getText area, non. C'est getValue a priori. Voilà, et du coup quand on reçoit le truc, il faut qu'on fasse ui.codemirror.setValue. Et j'aime bien comme j'ai laissé un to do ici alors que c'était fait, c'est pas grave. Faudra dire à Bilou de nettoyer la molette de la souris. Ouais, t'as remarqué aussi. Ok, donc ça n'a pas l'air de trop bien marcher ça. Ah oui, mais j'ai fait le set value ici, mais j'ai encore un text content. Voilà, donc là, ça a l'air de fonctionner. Ah oui, ok. Donc le problème, c'est que je reçois constamment des changements. Et ça me nique la position de mon curseur. Enfin, je reçois des changements dès que je me déplace. Putain, oh, c'est bizarre ça quand même. Genre, il envoie tellement souvent des événements de type change. Ouais, donc waouh, il est constamment en train de m'envoyer des événements de type change, mais c'est complètement débile. S'il n'y a rien qui a changé, pourquoi tu m'envoies des événements? Ah, parce qu'on fait set value, et en fait, du coup, ça déclenche un change qui renvoie un set value qui est refait. Donc il faut qu'on voit pour ignorer les changements qu'on a fait nous-mêmes. Oui, oui, voilà, je me souviens de ça. Voilà, il y a origine sur l'objet change object. Ouais, bon, ok, c'est l'intégration code mirror, c'est rigolo, quoi. On va loguer l'origine pour voir. Il faut vérifier si ça vient du script, alors on l'ignore. Pour pas faire une boucle infernale, quoi. Donc là, voilà, il y a set value. Donc si change origin est égal à set value, alors on se barre. Sinon, ça devient infernal. Oui, le Raspberry Pi 0, on en parlait tout à l'heure, ça a l'air cool. Par contre, il n'y a pas de réseau dessus. Voilà, bon, donc du coup, vous voyez que ça marche. Le problème, c'est que quand on fait des modifications, on réécrase tout le contenu de l'éditeur et on perd la position du curseur. C'est un peu dommage. Bon, c'est normal parce qu'on ne fait pas de transformation opérationnelle, donc on applique les changements de manière très bête, quoi.
Donc il faudrait aller plus loin, il faudrait faire plein de choses. Enfin bref, on va pas pousser le vice plus loin ce soir. Ça se fait, hein, je veux dire, on l'a fait pour le reste. Mais voilà, donc là on a un éditeur Markdown avec la coloration syntaxique dans Code Mirror et il est un peu pété, mais bref, on verra ça. Je ferai un commit probablement, enfin je le finirai et puis je ferai un commit sur le dépôt, donc encore une fois, dont je vous ai donné l'adresse, bucket.org/parkinglabs, superpowers, markslide, system. Voilà. Okay. Là-dedans, vous pouvez regarder comment les choses marchent. Vous avez un exemple de système que vous pouvez modifier si vous voulez faire votre propre système aussi. Il y a à peu près tout ce qu'il faut d'essentiel. Ok, allez hop, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve au plus tard jeudi prochain de nouveau pour un autre petit déj. Donc nous on va bosser comme dit sur les derniers détails, le nouveau site web et toutes les autres choses qu'il nous faut pour préparer l'ouverture du code source au public. Allez, ciao, bonne nuit.